SAS à Istanbul, Gérard de Villiers, édition Plomb, 1965. Nasıl derim terk etti, bırakıp beni gitti. Chapitre 7. Il y eut un plouf sourd, et Chrysanthème se laissa tomber, les genoux tremblants. Il connaissait ce bruit. C'était la détonation d'une arme munie d'un silencieux. Une sueur glacée lui inonda le front. Le type qui avait tiré était un professionnel, et il allait recommencer. De toute façon, si celui-là le ratait, un autre prendrait sa place. Le Turc tira sa vieille pétoire et l'arma. Ça pouvait encore faire du mal. La nuit était noire, et il ne distinguait pas son adversaire. En arrivant, il se méfiait obscurément de quelque chose. Aussi, il avait laissé sa voiture à une rue de là, mais sans penser que cela prendrait une forme aussi radicale. Quelque chose bougea sur le trottoir d'en face. Chrysanthème appuya sur la détente de son parabellum. L'explosion fut assourdissante. Instinctivement, il tira une autre fois, puis, ébloui par les lueurs, il s'accroupit derrière une voiture. Rien. Quelques volets s'ouvrirent et se refermèrent prudemment. Son agresseur avait dû partir, craignant que les coups de feu n'attirent la police. Il attendit quelques instants et se releva avec 1000 précautions. Juste pour entendre une voix susurrer derrière lui avec un accent qu'il connaissait bien. « Monsieur Chrysanthème, voulez-vous poser votre revolver par terre, sans faire de geste brusque ?» La voix venait de l'autre côté de la grille. L'homme était dans le jardin, caché par des massifs. Ils étaient donc deux. Cela rassura Chrysanthème. Celui-ci aurait pu l'abattre facilement dans le dos. Tant qu'on cause, il y a de l'espoir. Il laissa tomber le parabellum et attendit. Aussitôt, une silhouette traversa la rue. L'homme qui avait tiré le premier. Il tenait à la main un long pistolet noir, au canon effilé. « Tu m'as raté de peu, dit-il en turc. Et avant que Chrysanthème ait répondu, il lui donna un coup violent sur la tempe. Le Turc crut que sa tête éclatait. Le canon du pistolet lui avait déchiré la peau, et il sentit le sang couler le long de son visage. « Allons, allons, ne sois pas brutal, Sari, » fit la voix que Chrysanthème connaissait, celle de son employeur du matin. « Le salaud, il aurait pu me foutre une balle dans le ventre, » grommela l'autre. Il ne savait pas que tu ne voulais que lui faire peur. N'est-ce pas, mon cher ? Chrysanthème ne répondit pas. À propos, reprit l'autre, pourquoi n'es-tu pas venu en voiture et pourquoi étais-tu armé ? Est-ce que tu n'aurais pas la conscience tranquille ? Si, si, bien sûr, dit le Turc d'une voix faible. Tu n'as rien fait qui puisse me déplaire, n'est-ce pas ? Cette fois, l'homme s'était approché. Il avait passé la grille et se trouvait en face de Chrysanthème. Non, fit encore le Turc. Tu as bien travaillé, hein ? Ça sentait de plus en plus mauvais. Oui, souffla Chrysanthème. Le coup de pied dans le ventre le fit se plier en deux. Saloperie, souffla son employeur. Tu as simplement foutu les Américains sur le coup. Mais, protesta Chrysanthème, je n'en savais rien, moi. L'autre le gifla à toute volée. Petit fumier. Si j'imaginais une seule seconde que tu aies voulu me doubler, je t'aurais déjà arraché les yeux. Non, tu as seulement essayé de te faire un peu de fric. Ben quoi, c'est pas un crime. Non, mais pour toi, si ça ne s'arrange pas, c'est un suicide. Chrysanthème s'enhardit. Les documents, vous les avez récupérés ? L'autre hésita avant de répondre. Oui, heureusement pour toi, mais ce n'est pas fini. On ne sait pas s'il n'en a pas parlé, et on a été obligé de le liquider, à cause de ta connerie, fit-il férocement. Et ça va faire des vagues. Tu sais qui c'était ton touriste ? Non. Simplement un lieutenant de la marine américaine en mission secrète. Il y avait de quoi attraper un infarctus. Chrysanthème s'appuya au mur. Et vous l'avez tué ? Murmura-t-il. Non, il est tombé par la fenêtre de sa chambre. Seulement tu peux être sûr que tout ce que les ricains comptent de barbouze dans le coin va rappliquer et passer l'histoire au peigne fin. C'est pour cela que je te demande s'il ne faudrait pas t'aider à fermer ta gueule, définitivement. Non, non, souffla Chrysanthème, je me tairai. Vous pouvez me faire confiance. Il eut une minute de silence.
Un ange passa et s'éloigna, dégoûté. L'employeur saisit Chrysanthème par les revers de sa veste et lui siffla dans la figure avec une haleine de fromage blanc à l'ail. Écoute-moi bien. Non seulement tu vas fermer ta gueule, mais tu vas nous aider. D'abord, par tes copains de l'hôtel, tu vas te débrouiller pour savoir qui est sur le coup pour les autres. Et il faudra que tu sois leur chauffeur, et que tu nous tiennes au courant. C'est d'accord, acquiesça le Turc, je vous le jure. L'autre le lâcha. Pour commencer, demain, tu vas retourner à l'hôtel, comme si tu ne savais rien. Et si j'ai besoin de vous joindre, c'est moi qui te joindrai. Tu ne veux pas que je te donne mon adresse aussi? Ma parole, tu es un vrai serpent. Allez, fous le camp. Chrysanthème ne se le fit pas dire deux fois. À chaque seconde, il s'attendait à recevoir une balle dans le dos. Mais il arriva à sa porte sans encombre. Il n'avait pas jugé utile de réclamer le restant de son salaire. Sa femme poussa un hurlement en le voyant. Le sang avait coulé de sa blessure à la tempe, et de gros caillots séchés s'étaient incrustés sur ses joues mal rasées. Il tâta sa tempe du bout des doigts. Ça faisait un mal de chien. Mon Dieu, gémit sa femme, qu'est-ce qu'on t'a fait? J'ai toujours dit que tu finirais par te faire tuer. Tu ferais mieux de gagner ta vie honnêtement. Ça, c'en était trop. Avant qu'elle en dise plus, la gifle était partie. Elle s'enfuit en pleurnichant dans sa cuisine. Pourtant, il n'était pas brutal, Chrysanthème, seulement susceptible. Furieux, le Turc se retira dans sa salle de bain. Avec d'infinies précautions, il nettoya le sang séché. Il y avait une vilaine blessure. On voyait l'artère battre au fond. Il prit de l'alcool à 90 et en imbiba un coton. Sale truc. Il poussa un grognement étouffé, ça brûlait comme du feu. On sonna. D'émotion, Chrysanthème laissa tomber la fiole d'alcool, jura, se cogna la tête en voulant se rattraper, rejura. On ne sonnait jamais chez lui à cette heure-là. Il entendit sa femme aller ouvrir. Elle vint ensuite et entr'ouvrit la porte. Il y a deux types qui veulent te voir. Encore eux. Il ne manquait plus que ça. Il posa rapidement un sparadrap sur sa blessure et sortit de la salle de bain, et demeura pétrifié sur le pas de la porte. Parce que les deux inconnus, ce n'étaient pas les siens. Et ils avaient de sales gueules, des têtes de flics. Deux Européens habillés de façon semblable, complets gris en dacron, cravate imprimée et chapeau, les mêmes yeux, bleus et froids. Très à l'aise, ils étaient debout près de la porte. Celui de gauche dit en anglais: Monsieur Chrysanthème? Le Turc faillit faire semblant de ne pas comprendre l'anglais. Le regard de ses deux interlocuteurs l'en dissuada. Oui, c'est moi. Nice to meet you, continua l'affreux avec un calme démoralisant. Je m'appelle Chris Jones, et voilà mon ami, Milton Brabeck. Chrysanthème s'inclina poliment et fit l'idiot. C'est un peu tard pour une promenade, à moins que vous ne vouliez faire Istanbul la nuit, je connais les boîtes, des filles splendides qui dansent et qui... Enfin, vous comprenez. Milton sans façon attrapa une chaise et s'assit dessus à l'envers, en s'appuyant contre le dossier. On voudrait plutôt bavarder avec vous, si ça ne vous ennuie pas. Bien sûr, répondit Chrysanthème, sentant venir l'orage. Mais je ne vois pas en quoi je peux vous être utile. On a un ami commun. Qui? Votre client d'aujourd'hui. Vous savez, l'Américain que vous avez emmené à Izmir. Le Turc sentit une boule désagréable lui serrer l'épigastre. Les Américains n'avaient pas perdu de temps. Il eut un frisson désagréable en pensant que les autres avaient peut-être vu ceux-ci entrer. Ça risquait de leur donner de mauvaises idées. Il prit l'air le plus innocent pour dire: Ah oui, l'Américain. Il était très pressé. Je crois qu'il ne reste pas longtemps à Istanbul. Je vais le chercher demain matin à 9 heures. C'est pas la peine, coupa Chris. Seconde de silence. Puis Chrysanthème parvint à dire: Il n'a pas été content de moi? Si, si, fit Chris. C'est pour ça qu'on est là. Le Turc tenta un vague sourire, pas convaincant. Il vous a donné mon adresse? Vous voulez aller à Izmir aussi? Chris secoua la tête. Il n'a pas eu le temps de nous donner ton adresse. Silence. Il a eu un accident, enchaîna Milton, sinistre. Il est tombé par la fenêtre de sa chambre. Chrysanthème sia. Il est blessé? Mort. Mais alors, comment? Je t'ai dit qu'on était ses amis. Je ne comprends pas. Milton se leva et s'approcha de Chrysanthème. Son visage était impassible, mais en avançant, il mit les deux pouces dans sa ceinture, et Chrysanthème, dans l'échancrure de la veste, aperçut nettement la courroie du holster. L'autre le fixait de ses yeux bleus et froids. Tu vas comprendre.
La voix de Milton était froide et indifférente. Mais Chrysanthème se sentit glacé. L'autre Américain était plongé dans la contemplation de ses chaussures. Ce gars, c'était notre copain, continua Chris, on te l'a dit. Et on a des raisons de penser qu'il n'a pas sauté tout seul par la fenêtre. Pétrifié, le Chrysanthème. Il ouvrit la bouche, mais rien ne sortit. Les deux types le paralysaient. Du coup, il préférait encore les autres. Vous ne pensez pas, parvint-il à dire. Oh non, fit Milton rassurant. Ah, dit Chrysanthème soulagé. Mais tu pourrais savoir qu'il a poussé. Sale truc. Poussé? Mais c'est un accident sûrement. Un accident. T'as déjà vu un type tomber d'une fenêtre qui a un rebord de 1,50 m? Silence. À propos, tu as un beau bleu? Tu as eu un accident? Il en tremblait, le Turc. Non, pas exactement, Son esprit cherchait désespérément une explication. Qu'est-ce que les autres allaient s'imaginer? Et il ne pouvait quand même pas leur dire la vérité. À Izmir, ce matin, nous avons heurté une voiture, balbutia-t-il, avec votre ami, et ma tête a tapé sur le pare-brise. Milton s'approcha de lui et examina son visage. Dis donc, ta bagnole, elle doit être en miettes? Non, non, c'est une voiture américaine, une Buick, c'est solide, vous savez. C'est moi qui n'ai pas eu de chance. Ah non, ça, t'as pas eu de chance, dit Milton, caverneux. Chrysanthème avala sa salive. Pourquoi? Pourquoi ça? Eh bien, tu perds un bon client, non? Oui, oui, bien sûr. Dis donc, à propos, qu'est-ce que vous avez été faire à Izmir? Là, le Turc s'anima. Je ne sais pas. Votre ami devait avoir quelqu'un à voir. Il a voulu que nous fassions l'aller-retour dans la journée. Là-bas, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce qu'il fallait parler des papiers volés? C'était peut-être un piège. Mais si cela savait, il y avait peut-être un moyen de s'en tirer. Mais messieurs, dit-il en prenant le ton le plus digne, d'abord qui êtes-vous? Et pourquoi me posez-vous toutes ces questions? Si la police m'interroge, je répondrai, mais je suis chez moi ici. De quel droit? Milton secoua la tête, profondément triste. C'est vrai, oui, on n'a pas le droit d'entrer ici. Mais si on était toi, on fermerait notre gueule. Parce que notre copain, on a de bonnes raisons de penser qu'il a été buté. Et que tu sais qui a fait le coup. Là, il bluffait. Mais l'effet fut extraordinaire. Chrysanthème se décomposa littéralement. Il s'assit en tremblant sur une chaise. C'est de la folie, murmura-t-il. Je suis un honorable travailleur. Demandez au Hilton. Ta gueule, coupa Milton fatigué. La réaction du Turc ne lui avait pas échappé. Il s'approcha et lui colla un doigt contre la poitrine. Tu veux sauver ta peau? Chrysanthème suffoqua d'indignation. Ma peau? Mais enfin vous êtes fou, je vais appeler la police. Pas la peine, laisse tomber. En plus on est là. Et demain, si tu veux, on vient avec les poulets de ton bled, et ils se feront un plaisir de te confier à nous. Mais enfin, gémit Chrysanthème, qu'est-ce qui vous fait croire que je suis pour quelque chose dans cet accident? Rien, dit Milton, sauf que tu as une sale tronche, et que tu es le dernier à l'avoir vu vivant. À propos, il n'était pas triste. Non, non, il n'était pas triste. Tu crois pas qu'il s'est suicidé? Encore un truc emmerdant. Non, lâcha Chrysanthème. Et là-bas, à Izmir, tu n'as rien vu qui puisse nous donner une idée. Il insistait trop, ce gars. Chrysanthème se jeta à l'eau. Il raconta l'histoire du commissariat, comment son client lui avait demandé d'occuper le chauffeur et le truc des documents. Les deux Américains l'écoutaient, impassibles. Quand il eut fini, Milton attaqua. Tu l'as vu, cette enveloppe? Non. Là, il disait la vérité. Et après? Après? Rien. Je l'ai ramené à Istanbul, je vous le jure, et je l'ai laissé à l'hôtel. Tu n'as pas remarqué si on te suivait? Non. Il eut un blanc. La femme de Chrysanthème passa la tête par la porte de la cuisine et dit en turc. Le dîner est prêt, quand est-ce qu'ils s'en vont? Le Turc sauta sur l'occasion. Ma femme s'impatiente. Est-ce que... Non, non, fit Milton en se levant. On a été très content de causer avec vous. On vous laisse. Et il ajouta négligemment. D'ailleurs, on se reverra. Allez, so long. So long, dit Chris en écho. Les deux hommes soulevèrent poliment leur feutre et ouvrirent la porte. Avant de sortir, Milton fit un grand sourire à Chrysanthème. Un sourire pas rassurant. Chapitre 8. Le bureau du consul des États-Unis à Istanbul était une grande pièce, au 6e étage d'un building moderne de la Cadésie. Le consul lui-même avait tenu à ce que la pièce soit climatisée.
L'été à Istanbul était brûlant, et il y avait de longs après-midi passés à palabrer avec les officiers turcs, toujours en train de mijoter un coup d'État. Cette fois, la réunion avait un objet très grave. Messieurs, dit le consul, nous sommes en présence d'une des affaires les plus sérieuses depuis la guerre. Le State Department est sur les dents, et le président lui-même a demandé que l'affaire soit tirée au clair au plus vite. C'est une question vitale pour les USA. Il s'interrompit pour jeter un coup d'œil sur ses auditeurs. Les deux gars de la CIA, assis sur des chaises, leurs chapeaux sur les genoux, écoutaient, les yeux au plancher. Enfoncé dans un fauteuil de cuir, SAS Malko Linge avait les yeux fermés. Il avait beaucoup de mal à se remettre de la soirée avec la danseuse. Et ce que disait le consul ne l'intéressait pas outre mesure. Un colonel turc était debout dans un coin. Deux dents proéminentes lui donnaient un sourire perpétuellement idiot, mais c'était un des as du contre-espionnage. Il s'appelait Kemal Liandi et parlait anglais couramment. L'amiral Cooper non plus n'avait pas voulu s'asseoir. Le visage creusé de fatigue, il allait et venait dans le bureau sur le regard un peu agacé du diplomate. Nerveusement, il demanda « Bon, où en sommes-nous » Le consul sourit tristement. « Ce n'est pas brillant, amiral. Officiellement, voilà ce qui résume l'histoire. Deux communiqués qui sont probablement aussi faux l'un que l'autre. Comme vous ne lisez pas le turc, je vais vous les traduire. » Et il leur montra deux articles découpés dans l'Ourayet, le grand quotidien d'Istanbul. Le premier occupait toute la page. Un sous-marin américain porté disparu au cours des manœuvres de la 4e flotte, le Memphis, submersible atomique ultramoderne, a été victime d'un accident de plongée qui lui a fait dépasser sa profondeur expérimentale. Pas d'espoir qu'il y ait des survivants. Je vous passe les détails, dit le consul. Voilà autre chose qui nous intéresse. Il lut. Le fourgon mortuaire transportant le corps d'un inconnu repêché à Izmir a été victime d'un accident entre Izmir et Istanbul. Pour une raison inconnue, le chauffeur a perdu la direction de son véhicule qui s'est écrasé au fond d'un ravin et a brûlé. Voilà, fit le consul, nos deux points de départ. C'est maigre. Vous y croyez, vous, à l'accident aboya l'amiral. Le colonel Liandi se retint de hausser les épaules. Évidemment non. Mais il ne reste aucune trace permettant de conclure à un meurtre. On ne peut pas faire une autopsie sur des cendres. Et l'autre, le repêché, brûlé aussi jusqu'à l'os. On a mis les deux cadavres dans une boîte à biscuits. Ça suffisait. Combien y avait-il d'essence dans le réservoir de la voiture demanda Chris Jones. 60 litres, 80 litres maximum. C'était une camionnette Ford, répondit le Turc. L'autre secoua la tête. Pas assez pour brûler les corps comme ça. On a dû les arroser avant, ils devaient être plusieurs. Et Watson interrogea l'amiral Cooper. Rien non plus. Personne à l'hôtel n'a rien vu ni entendu. Il est rentré à 6h30. 5 minutes plus tard, il était mort. Et, bien entendu, les papiers ont disparu. Vous êtes sûr qu'il les avait? C'est ce qu'il avait dit à notre consul d'Istanbul. Il lui a téléphoné après avoir réussi à les voler au chauffeur du corbillard. Il tenait à les ramener lui-même à Istanbul. Il se méfiait, et il était armé. Et pourtant, on a dû le suivre. Et son chauffeur, le type qui l'a conduit à Izmir, qu'est-ce qu'il est devenu? Nous avons été le voir, interrompit Chris. Il y a quelque chose de bizarre avec lui. D'abord, il avait un coup sur la tempe, comme s'il avait pris un nion. Et puis il avait l'air terrorisé. Ce gars-là n'a pas la conscience tranquille. Il est certainement mouillé d'une façon ou d'une autre, il faudrait le surveiller. Si vous permettez, dit une voix douce, je vais l'engager comme chauffeur pour mon usage personnel. Malko se réveillait. Il eut un petit silence, puis le consul reprit. Maintenant, messieurs, je ne vous cache pas que nous n'avons jusqu'ici aucune preuve que les Russes soient mêlés à cette histoire, et encore moins que cela ait quelque chose à voir avec la Turquie. Nos alliés sont sûrs, fit-il avec un coup d'œil en direction du colonel. Et cette histoire de sous-marin passant sous le Bosphore me paraît de la plus haute fantaisie. Il allait bien quelque part, grogna Cooper. Peut-être tentait-il de vous égarer, suggéra le diplomate. Alors pourquoi le meurtre de Watson et l'incendie de la camionnette? Coïncidence? Ça fait beaucoup de coïncidences. Je comprends que cela vous soit désagréable de soupçonner un pays allié et ami, mais nous devons tirer cette histoire au clair. Monsieur Linge, ici présent, est venu spécialement des USA pour cela. Il parle le turc, et à carte blanche. Malko inclina la tête et parla, avec déférence. Cooper était un des plus brillants officiers de l'US Navy. Amiral, je crois savoir que tous vos sous-marins ont des dispositifs de repérage au son qui décèlent un submersible ennemi à près de 300 kilomètres.
Comment savez-vous cela suffoqua Cooper. C'est ultra secret. Il était en panne. Malco sourit, très humble. Je m'en suis occupé il y a 5 ans, lorsqu'on le mettait au point. Les Russes s'y intéressaient beaucoup, et ça marchait très bien. Tenez, sortant un crayon, il commença à griffonner sur le sous-main du consul, dessinant les cadrans, les chiffres, expliquant le fonctionnement du mécanisme, ses faiblesses. Et ce sont les conducteurs commandant l'amplification du signal de retour qui ont dû lâcher. C'était le point faible. C'est vrai, souffla l'amiral. Nous allions les remplacer par un autre système. Mais vous êtes spécialiste? Oh non, dit Malco modestement. Mais j'avais assisté 1 à 2 fois à des démonstrations. Il y a 5 ans? Oui, environ. Mais dites-moi, quelles sont les défenses commandant le Bosphore et interdisant le passage des sous-marins? Il s'était tourné vers le colonel turc. Celui-ci récita docilement. Il y a 3 sortes de défenses. D'abord le filet, mobile sur 10 mètres de hauteur pour laisser passer les bâtiments de surface. Il est ouvert en permanence. Aucun sous-marin ne pourrait se glisser, coupa Malco. Impossible, on le verrait. Et jusqu'au fond, le filet est fixe, arrimé au fond et aux rives. Des hommes grenouilles l'inspectent régulièrement. Ensuite, il y a un véritable champ de mine sous-marine, au-delà du filet, à déclenchement par contact, par magnétisme ou télécommandé. De quoi faire sauter une flotte entière. Les mines aussi sont vérifiées régulièrement. Enfin, il y a un poste d'écoute de sonar qui fonctionne 24 heures sur 24. Tous les hommes qui y travaillent ont été triés sur le volet. Un officier de la sécurité est spécialement chargé de les surveiller. Voilà. Vous voyez bien, coupa triomphalement le colonel, que c'est impossible. Je vais quand même vérifier un certain nombre de choses, dit Malco. C'était aussi impossible que les Russes aient la bombe atomique avant 10 ans. Et pourtant ils l'ont eue. Silence gêné. L'Autrichien reprit, tourné vers les deux de la CIA. Vous parlez turc? Non, firent-ils avec un ensemble touchant. Alors, je pense que le mieux serait de vous contenter de me surveiller, de loin. Je pense ne rien risquer pour le moment. Pourquoi? Parce que je ne sais rien. Ils ne prendront pas de risque pour se débarrasser seulement de ma modeste personne. Bon, ricana Chris, on va se contenter de coincer un peu le chauffeur pour voir ce qu'il a dans le ventre. Malco leva les yeux au ciel. Il aurait donné cher pour avoir 2 vrais agents de la CIA, capables de se servir de leur cerveau, au lieu de ces 2 gorilles assoiffés de carnage. Surtout pas, il ne faut pas l'effrayer. Si ceux qui l'emploient ont l'impression qu'il est grillé, ils le supprimeront. Et, jusqu'ici, il est le seul à savoir, peut-être, quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Malco sourit. Rien. Si, graissez vos gros pistolets. Ils serviront peut-être un jour. Bon, je vais vous laisser, messieurs, j'ai affaire. Vous pouvez me joindre au Hilton, chambre 707. Si vous avez du neuf, dit-il au colonel turc. De mon côté, j'aurai peut-être besoin de vous. À votre disposition. Malco salua et sortit, refermant doucement la porte derrière lui, et fila à toute vitesse. Leila devait l'attendre depuis 20 minutes, et rien n'est plus dangereux que de laisser traîner une beauté comme elle dans le hall d'un hôtel. Quand il arriva dans le hall, elle se tordait le cou pour surveiller l'entrée. En le voyant, elle reprit une attitude digne et boudeuse. J'aurais dû être partie, minauda-t-elle. Ça aurait été la plus grosse bêtise de ta vie, dit sentencieusement Malco. Tu ne retrouveras jamais un homme comme moi. Elle était soufflée par la désinvolture et l'élégance de son nouvel amant. Il lui avait fait l'amour avec une espèce d'application méthodique, s'inquiétant de ses moindres désirs et de ses plus minimes réactions, après lui avoir romantiquement parlé du Danube et du Nil. Son pouvoir de persuasion était tel qu'il était parvenu à lui faire croire qu'il pensait à elle depuis 5 ans. Il lui avait dit qu'il était ingénieur et que sa compagnie l'avait envoyé reconnaître si on pouvait construire des usines de montage d'automobiles. Il faut que je te quitte, dit-il. Tout de suite après le déjeuner, je vais à Izmir. Je te retrouverai en haut, après ton numéro. Emmène-moi. Tu t'ennuierais, mais je te rapporterai quelque chose. Tu n'es pas gentil. Leïla boudait. Malco lui prit la main et la baisa. Viens, nous allons déjeuner dans ma chambre, nous serons plus tranquilles. Tu ne penses qu'à ça, fit Leïla offensée. Malco ouvrit ses grands yeux dorés pleins d'innocence. À quoi? Elle eut un rire de gorge et ne répondit pas. Malco se leva et elle le suivit. Au passage, il s'arrêta à la réception. Je voudrais que vous m'envoyiez le chauffeur qui a emmené l'Américain à Izmir. Vous savez, celui qui a eu l'accident. Je vais voir s'il est là, dit l'employé de réception. 3 minutes plus tard, Chrysanthème était là, obséquieux et inquiet. Sa tête lui faisait affreusement mal. Voulez-vous m'emmener à Izmir?
demanda tranquillement Malko. L'autre le regarda comme s'il lui proposait une balade en enfer. À Izmir? Oui, à Izmir. C'est trop loin? Non, non. Bon. Alors nous partirons après le déjeuner. Je vous donne 1000 livres. C'est d'accord? D'accord. Je vous attends dehors. Chrysanthème s'en alla groggy. Toute la conversation s'était déroulée en turc. Et pourtant, l'étranger avait un passeport américain. Le gars de la réception le lui avait dit. Il lui avait appris autre chose aussi. Que Watson, feu son client, avait laissé un message dans la case de l'autre, juste avant de partir pour Izmir. Et maintenant, celui-là aussi voulait aller à Izmir. Son nouveau client arriva 1 heure et demie plus tard, l'air très guilleret. Leïla avait fait la paix. Et la Buick reprit la route d'Izmir. Malko sommeillait sur les coussins, Chrysanthème réfléchissait. Il allait avoir du mal à se tirer de ce guêpier. Soudain, la voix de son passager le fit sursauter. Vous savez où a eu lieu l'accident? Le corbillard qui a brûlé? Oui, oui, fit machinalement le Turc, c'est un peu plus loin dans les collines. Vous me montrerez. Le silence retomba. Puis la Buick aborda le virage en épingle à cheveux. C'est là, fit Chrysanthème. Arrêtez-moi. Docilement, le Turc stoppa la Buick sur le bas-côté. Malko descendit et s'approcha du bord. Au fond, on voyait encore la carcasse du corbillard. Il la regarda un instant et se mit à marcher sur la route vers Izmir. Très vite, il rencontra une grande tache noire qui barrait la route. Il la regarda pensivement, puis revint vers la Buick. Ils repartirent sans dire un mot. Chrysanthème se posait des tas de questions. Ce n'est qu'une heure plus tard que Malko demanda « À propos, comment connaissiez-vous l'endroit de l'accident ?» Le Turc faillit emboutir un camion qui arrivait de face. Les journaux n'ont pas donné de précision, continua impitoyablement Malko. On m'en a parlé, balbutia Chrysanthème, des amis qui avaient fait la route. Il se maudissait de s'être laissé surprendre, et il commençait à haïr ce déconcertant bonhomme. Le reste de la route se passa en silence. Ils arrivèrent à la fin de la journée à Izmir. L'Autrichien se fit conduire tout de suite chez le consul. Celui-ci dînait seul. Malko se présenta, et le diplomate se détendit tout de suite, on l'avait prévenu. Racontez-moi tout ce que vous savez, demanda Malko. L'autre ne se fit pas prier. Il raconta toute l'histoire de la découverte du corps et de l'arrivée de Watson. Quand il m'a téléphoné, il avait des papiers, précisa le consul. Il m'a dit qu'il les ramenait à Istanbul. Pour le reste, je ne sais plus rien. Vous les avez vus, ces papiers demanda Malko. Oui, mais j'ai dit tout ce que je savais. Je lis très mal le russe. J'ai seulement pu voir le nom de la victime. Et ces papiers sont certainement réduits en fumée, soupira Malko. C'est dommage. C'était une indication précise. Le consul se mordit les lèvres. J'ai peut-être quelque chose. L'Autrichien le regarda de ses grands yeux innocents et dorés. Quelque chose? Troublé par ce regard candide, John Holtrow balbutia. Eh bien voilà. Quand j'ai été au commissariat, mon ami le commissaire m'a laissé voir les papiers, et j'ai pu en subtiliser un, je l'ai gardé. Mais je ne pense pas que ce soit intéressant. Vous l'avez? Oui, le voilà. Le consul tira de la poche de sa veste un petit papier jaune qu'il tendit à Malko. Celui-ci le regarda attentivement sur les deux faces, le mit dans sa poche et dit doucement. Vous savez ce que c'est? Non, je ne lis pas le russe. C'est peut-être un billet de consigne ou quelque chose comme ça. Malko soupira. Est-ce que votre confrère soviétique connaît votre ignorance de sa langue? Oui, je le pense, nous parlons toujours anglais. C'est votre meilleure assurance sur la vie. Mais enfin, qu'est-ce que c'est? S'inquiéta le consul, dites-moi. Ce serait vous condamner à mort. Grâce à ce petit morceau de papier, la mort du lieutenant Watson n'est peut-être pas complètement inutile. Ne parlez de cela à personne. 5 minutes plus tard, Malko roulait de nouveau vers Istanbul. Chrysanthème furieux avait dû se passer de dîner. SAS Malko Lingue songeur comprenait pourquoi on tenait tellement à faire disparaître le cadavre de cet inconnu. Le petit papier jaune que lui avait remis le consul était un ticket de cinéma de Sébastopol, le grand port russe de la mer Noire, et il datait de 5 jours. Chapitre 9. La petite barque avançait lentement le long du filet. À grands coups d'aviron, Malko venait de contourner péniblement une grosse balise rouge et rouillée qui retenait le filet mouillé en travers du Bosphore. Son esquif avait été secoué par les remous d'un gros vapeur transportant des touristes. Il allait effectuer un demi-tour en mer Noire pour l'émotion des passagers.
Appuyés au bastingage, les touristes écarquillaient les yeux vers les brumes de la mer Noire, espérant apercevoir la silhouette menaçante d'un navire de guerre soviétique. Mais il n'y avait là que d'innocents chalutiers. Les deux abords du Bosphore descendaient en pente abrupte jusqu'à la mer. À cet endroit, il était large d'environ 200 mètres. Un fort courant filait vers Istanbul. Sur la rive asiatique, on distinguait les débris d'une haute tour datant du XIe siècle, et d'où l'on observait à l'époque les envahisseurs venant du centre de la Turquie. Malko cessa un moment de ramer. La petite barque dériva jusqu'au filet et se coinça contre le gros filin d'acier, affleurant l'eau. Il regarda l'endroit où il avait laissé la voiture. La falaise vue d'en bas paraissait énorme. Il voyait à peine la buick arrêtée sur la route, suivant la corniche, qui conduisait aux premières plages de la mer Noire. Il était descendu par un étroit sentier de chèvres, à proximité d'une petite auberge où l'on débitait du thé et des yaourts. Les gens les avaient regardés avec curiosité. Il tenait Leïla par la main. Il lui avait proposé une promenade sur le Bosphore en amoureux. Excellente couverture pour voir un peu les lieux. Mais avec son complet strict et sa cravate, il n'avait pas l'air d'un sportif. Quant à Leïla, sa robe très habillée étonnait davantage encore. La barque était amarrée à une grosse branche. Elle devait servir à un pêcheur du dimanche. La mer Noire est très poissonneuse. Maintenant, immobilisé au milieu du Bosphore, Malko réfléchissait. Le bruit doux de l'eau le berçait. Il regardait avec curiosité un gros cargo se faufiler à travers le barrage et mettre le cap sur Sébastopol. Leïla, assise en face de lui, rêvait. Quelle drôle d'histoire. Ce sous-marin inconnu qui venait se jeter dans la gueule du loup. Ici, tout paraissait si calme. Sur la rive asiatique, il aperçut une petite construction blanche au ras de l'eau. Deux camions étaient arrêtés devant, et un drapeau turc flottait au-dessus d'un mât. C'était certainement le poste d'observation par le son établi par les Turcs. Vers Istanbul, le Bosphore s'élargissait en une sorte de lac où étaient mouillés trois vieux cargos grecs sales et rouillés. Il paraissait difficile pour un sous-marin soviétique de passer. Malko sourit en pensant qu'en ce moment même, il y en avait peut-être un en train de se glisser entre les mailles du filet. Mais cela supposait de telles complicités que cela sortait du domaine du possible. Il n'y aurait pas eu de ticket de cinéma, toute cette histoire eût paru un rêve. Mais ce petit morceau de papier jaune existait, et c'était plus qu'une coïncidence. Il était daté du 22 juillet 1969. Le corps avait été repêché le 25 au matin, et le sous-marin inconnu détruit le 24. Or, à moins de passer le Bosphore, il était matériellement impossible que cet homme ait pu aller au cinéma à Sébastopol le 22 et se trouver 2 jours plus tard en Méditerranée. Même en admettant que l'officier ait rejoint Mourmansk et Vladivostok par avion, il y avait au moins une semaine de mer. Il sourit en revoyant le visage décomposé du consul. C'est affreux, avait gémi le diplomate. Si les Russes ont trouvé le moyen de faire passer le Bosphore à leurs sous-marins, toute notre stratégie est à reconsidérer, et cela implique de telles complicités chez les Turcs. Je vais convoquer immédiatement le chef de la sécurité turque. Surtout n'en faites rien, ordonna Malko. Il y a déjà assez de monde au courant, et il est à peu près certain que des Turcs sont dans le coup, peut-être même votre colonel. Oh, pourquoi pas? Il y a tellement de raisons de trahir. Admettez qu'il veuille se venger du gouvernement actuel, ou qu'on lui ait refusé de l'avancement, je ne sais pas moi. Non, croyez-moi, moins les Turcs sauront où nous en sommes, mieux cela vaudra. Et comme ça, je vais me rendre compte si je suis sur une bonne piste. Comment? Tant qu'il ne m'arrive rien, c'est que je suis sur la mauvaise piste. Mais si on s'occupe de moi, cela voudra dire que je brûle. Faites attention. Malko ferma à moitié ses yeux d'or. Il faisait très attention. Ses adversaires ignoraient, heureusement, son étonnante mémoire. Il avait laissé le consul inquiet, mais décidé à se taire. Et maintenant, au milieu du Bosphore, il cherchait la solution du problème. Il regarda autour de lui, le barrage, les bâtiments militaires, les cargos grecs, les flancs abrupts des berges. Soudain, quelque chose accrocha son regard. La carcasse d'un navire échoué, presque caché par une avancée de terre, à moins de 500 mètres du filet, près de la rive asiatique. Il prit ses habillants. Nous rentrons, demanda Leïla, j'ai froid. Attends, pas encore, je voudrais voir quelque chose. Elle allait protester quand il la regarda. Sous le regard doré, elle se sentit fondre, et elle crut comprendre. Tu es insatiable, murmura-t-elle, tout le monde va nous voir, je ne veux pas.
Au fond, elle était ravie. Pendant que Malco poussait sur ses avirons, elle vint s'asseoir au fond de la barque et incrusta ses ongles dans ses cuisses. Du coin de l'œil, elle guettait ses réactions. Il la regarda et attarda ses yeux sur les jambes dévoilées par la jupe trop courte. De la route, Chrysanthème suivait la barque des yeux. Drôle d'idée de venir se promener en barque sur le Bosphore, alors qu'il y avait des bateaux beaucoup plus confortables avec des cabines. Il n'était pas sensible à la poésie. Et cet homme aux yeux de chat n'était pas rassurant, malgré son calme et sa douceur. Si le concierge ne lui avait pas juré que le soir où l'Américain était tombé par la fenêtre, il avait rendez-vous avec celui-là, appuyé contre la portière de la butte, il alluma une cigarette. Il avait la gorge délicate. Il regarda autour de lui. Aucune autre voiture en vue. Pourtant, il était sûr d'avoir été suivi au départ de l'hôtel. Une vieille tonus avec 2 hommes à l'intérieur. Malco était presque arrivé au bateau. Il pouvait distinguer la tôle rouillée et le pont couvert de débris. Cela avait été un pétrolier, et on voyait encore la dunette arrière, mais il était abandonné. Il avait dû s'échouer ou brûler. Rien d'anormal. Les yeux de l'Autrichien analysaient chaque détail du paysage. Leila s'impatientait maintenant. Viens, souffla-t-elle. L'Autrichien émit un grondement indistinct. Il venait enfin de remarquer quelque chose. Derrière le pétrolier, la berge n'avait pas la même couleur à cet endroit. La terre beaucoup plus claire sur une grande surface était semblable à du terreau frais. On avait dû tenter de renflouer le bateau et de draguer le fond du Bosphore. Reprenant les avirons, il s'approcha de la grosse coque rouillée, jusqu'à toucher l'étrave. La haute armature métallique s'élevait devant lui comme un mur. D'énormes rivets fixaient les tôles, formant une ligne ininterrompue de protubérances. L'épave était impressionnante par sa masse et son silence. La rouille la recouvrait uniformément. Il y avait beaucoup de chances pour que ce pétrolier-là ne reprenne jamais la mer. Malco laissa glisser la barque jusqu'à l'arrière et se tordit le cou pour essayer de lire le nom du bateau. Mais la rouille avait tout effacé. Il tenta d'en savoir plus par sa compagne. Tu sais ce que c'est? C'est un bateau, tu vois bien, non? Il devait être vieux, on l'a acheté. Logique éclatante. Malco sourit. Dans le monde de Leila, on jetait les vieux bateaux comme les vieux bas. Il sentit son agacement. Nous allons de l'autre côté de la coque, dit-il doucement. Il reprit les avirons et parcourut 100 mètres pour aboutir à une petite crique à l'abri des regards. Il aurait fallu être sur l'épave du pétrolier pour les apercevoir. Malco ôta sa veste et la plia soigneusement. Le regard embué, Leila se mordit les lèvres et se pencha un peu plus sur lui. L'attente l'avait énervé. Viens. Doucement, Malco se laissa glisser au fond de la barque contre Leila. Et pour un moment, il oublia les Russes et leurs sous-marins. Tellement qu'il ne vit pas les 2 hommes qui rampaient au-dessus d'eux sur la berge abrupte. Le premier avançait un énorme colt dont le chien était levé à la main. Le second, un peu en arrière, était également armé, mais il surveillait la rive. Le premier arriva enfin au bord, la barque était en contrebas. Avec précaution, il se pencha, l'arme au poing. Juste au-dessous de lui, il y avait les silhouettes enlacées de Malco et de Leila. L'homme jura à voix basse. Toujours à 4 pattes, il se retourna vers son compagnon et souffla sobrement. Il baise. Oh, le pédé, fit l'autre, sans logique. Chris Jones et Milton Brabeck se regardèrent dégoûtés. Voilà où mène la conscience professionnelle. Ils avaient fait du zèle en suivant Malco à son insu. Ils s'attendaient à le voir étranglé ou attiré dans un guet-apens par cette danseuse qui ne pouvait être qu'une Matahari locale. Décidément, les dollars de la CIA étaient employés d'une façon bien curieuse. Quand ça servait au moins à fomenter des révolutions, mais financer des donjons. Les 2 Américains s'éloignèrent sur la pointe des pieds. Milton grillait de tirer un chargeur en l'air, comme ça, pour voir si la barque chavirerait. Mais son sens de la discipline l'emporta. Il rengaina la pétoire et alluma une cigarette. Sur l'autre rive, en Europe, 2 hommes assis dans une tonus, stationnés face au Bosphore à près d'1 kilomètre de la butte de Chrysanthème, s'intéressaient également à la vie amoureuse de Malco Linge. L'un d'eux abaissa les jumelles avec lesquelles il observait la barque et dit en russe à son compagnon: Les Américains sont vraiment répugnants. N'est pas étonnant qu'ils perdent partout. Dans la barque, Malco reprenait ses esprits et affrontait la bonne conscience de Leila. Sa cervelle tournait comme une toupie. La Turque gémissait. Je ne suis pas idiote, je sais très bien ce que tu penses. Et qu'est-ce que je pense?
que je suis une traînée, qu'une femme qui accepte de se faire prendre comme ça, devant tout le monde, est la dernière des dernières. Tu es folle. Non, non, tu me prends pour une putain, avoue-le. Malko fut obligé de la prendre dans ses bras et de lui assurer que jamais une pareille idée ne l'avait effleuré. La traversée du Bosphore fut pénible. Le courant les emportait irrésistiblement vers Istanbul. En les voyant arriver, Chrysanthème sentit encore grandir l'estime qu'il éprouvait pour son client. La belle danseuse poussait vigoureusement sur un aviron. Malko attrapa la barque et grimpa la rive, tirant Leila par la main. Chrysanthème leur ouvrit la portière avec empressement. Il avait eu le temps de griller un paquet de cigarettes durant la balade. Nous rentrons à l'hôtel, ordonna Malko. Pendant que le Turc manœuvrait pour reprendre la direction d'Istanbul, Malko lui demanda: Qu'est-ce que c'est que ce bateau échoué? C'est un pétrolier, il y a brûlé il y a 1 an. Cela a failli provoquer une catastrophe. Il venait de faire le plein à la raffinerie BP, que l'on peut voir d'ici, quand le feu s'est déclaré à bord. Vous pensez, en 5 minutes, ça a été un brûlot, à 500 mètres du plus grand dépôt d'essence d'Istanbul. Heureusement, le capitaine est parvenu à aller l'échouer 1 kilomètre plus bas, sur des hauts fonds. Et alors? Il a brûlé pendant 1 semaine, on sentait la chaleur jusqu'ici, et la lueur se voyait à 100 kilomètres. Impossible de l'éteindre. Pourquoi l'a-t-on abandonné là? Je crois qu'on a essayé de le renflouer, mais ça n'en valait plus la peine. Il paraît qu'il est incrusté sur les rochers. Des rochers? Oui, c'est ce qu'on dit. Oh, un jour on finira bien par le vendre à un ferrailleur. Malko se tut. Jusqu'à Istanbul, il se contenta de presser la main de Leila, qui semblait très amoureuse. À l'hôtel, il eut une surprise. Un mot l'attendait dans sa case, tracé d'une grande écriture féminine. Voulez-vous appeler la chambre 109, de la part de Nancy Spaniel, Life Magazine. Le nom était inconnu, mais Leila avait lu par-dessus son épaule. Qui est cette fille? Siffla-t-elle. Je n'en sais rien. Comment? Et pourquoi veut-elle te voir? Pas la moindre idée. Tu te fous de moi? Écoute, nous la verrons ensemble. Vicieux, monstre! Soudain, Malko vit une grande jeune fille blonde se lever d'un fauteuil du hall et venir droit vers lui. Elle lui tendit la main et lui dit: Je suis Nancy Spaniel. Vous êtes son Altesse Sérénissime Malko Linge. Oui, mais vous pouvez m'appeler Malko. Il la regardait attentivement et soudain un déclic se fit. Bien sûr, il l'avait rencontrée en Autriche où elle étudiait l'histoire de l'aristocratie européenne. Elle lui avait demandé un rendez-vous. J'ai vu votre nom sur la liste de l'hôtel et, comme je suis un peu perdu dans ce pays, j'ai pensé que vous pourriez m'aider. De quoi vous occupez-vous? Du Memphis. Vous savez, le sous-marin qui a coulé près d'ici. Ah, ça c'était le comble. Leila, qui suivait la conversation, dit, l'air pincé: Chérie, elle appuya sur le mot, tu me rejoins dans ma chambre? Et elle tourna les talons. Allons boire un verre, proposa Malko à la jeune américaine, mais auparavant, je dois donner un coup de fil, attendez-moi au bar. Il pénétra dans l'une des cabines placées près de la réception et appela le consul. Dites-moi, avez-vous entendu parler d'un pétrolier qui a brûlé il y a quelques mois? Oui, bien sûr. Vous connaissez son nom? Oui, attendez, il s'appelait l'Arkhangelsk. L'Arkhangelsk? Oui, c'était un pétrolier russe. Malko raccrocha, après avoir remercié le diplomate. Une petite lumière rouge s'était allumée dans son cerveau. Il alla retrouver Nancy au bar, pensant toujours à la grande carcasse rouillée abandonnée au milieu du Bosphore. Chapitre 10. Chrysanthème avait laissé la porte de la cabine entr'ouverte afin de pouvoir surveiller le hall du Hilton. Dépêchez-vous, dit-il à voix basse, il va descendre. Qu'est-ce que vous voulez? Vous allez retourner au bateau? Je ne sais pas. Il ne me prévient qu'au dernier moment, et je ne peux rien faire, de toute façon. Je rappellerai ce soir. L'autre avait raccroché. Furieux, Chrysanthème sortit de la cabine pour se heurter à Malko. Un autre client? Interrogea poliment l'Autrichien. N'oubliez pas que je vous ai retenu. Sous le regard de ses yeux dorés, Chrysanthème n'emmenait pas large. Non, seulement un ami. J'ai besoin de vous. Il faut que vous me trouviez un bateau à louer. Quel genre? À moteur. Nous allons faire un tour sur le Bosphore. C'est facile. Je connais un type qui en loue. C'est près de l'embarcadère du bac. Mais ça va vous coûter cher. Aucune importance. Ah, à propos, je veux vous présenter 2 de mes amis qui travaillent avec moi, Milton Brabeck et Chris Jones. Voici Elko Chrysanthème. Elko n'eut pas envie de leur demander en quoi consistait leur travail. C'étaient les 2 types qui étaient venus le soir précédent le voir chez lui. Debout,
Derrière Malco, leur chapeau vissé sur la tête, ils regardaient Chrysanthème avec l'air affectueux d'un matou qui va croquer une souris blanche. Salut, firent-ils de concert. On s'est déjà vu. La conversation s'arrêta là. Pensif, Chrysanthème ouvrit les portières de la buick. La dernière fois, il avait fidèlement rapporté à Doneshka la balade de Malco autour du pétrolier. L'autre avait alors ordonné « Prévenez-moi immédiatement s'il y retourne ». Il aurait bien voulu Chrysanthème, mais il avait l'impression, et il ne se trompait pas, que les gorilles attendaient un geste insolite de sa part pour le mettre en pièces. Une heure plus tard, ils étaient tous à bord d'un canot en plastique, équipé d'un vieil Evinrude de 35 chevaux, et qui parvenait tout juste à remonter le courant du Bosphore. Il leur fallut près de 3/4 d'heure pour arriver jusqu'au pétrolier. Les yeux fermés, Malco rêvait. Nancy, la jeune américaine, était bien agréable. Il avait dîné avec elle la veille. Elle était venue à Istanbul, espérant faire un reportage sur le Memphis. Mais ce n'était pas facile. Malco avait promis de l'aider. Il l'avait déjà emmené au Caravansérail, la boîte voisine du Hilton. À cause de Leila, il n'avait pas osé aller au Rouf, le cabaret qui se trouvait au 10e étage de l'hôtel. Mais Nancy était ravie. Elle trouvait Malco terriblement romantique, même lorsqu'il lui caressa doucement les jambes sous la table. Elle dansait, comme toutes les Américaines, joue à joue, avec une pression de tout son corps. Comme elle était de la même taille que Malco, ce n'était pas désagréable. Malco l'avait ensuite accompagnée jusqu'à sa chambre. Avant de le quitter, c'est elle qui l'avait embrassé. Son baiser était doux et chaud. Il la serra un peu plus. Elle répondit. Son corps s'appuya contre le sien et elle lui griffa la nuque. Ce fut tout. Nous avons tout le temps, avait-elle murmuré, avant de fermer la porte au nez de Malco. N'empêche qu'aujourd'hui il y pensait. La volcanique Leila passait aussitôt au second plan. On approchait. Malco épousta son impeccable costume noir. Il avait horreur d'être négligé. Chrysanthème ralentit le moteur. La silhouette du pétrolier échoué paraissait énorme. Ballotté par les sillages de tous les bateaux, le canot était terriblement instable. Heureusement, à cet endroit-là, le Bosphore s'élargit en une sorte de lac. Ils étaient ainsi à l'écart du gros trafic. Les 3 cargos grecs n'avaient pas bougé. Un peu plus loin, la raffinerie brillait de toutes ses cuves sous le soleil. Chrysanthème coupa les gaz. Le canot n'était qu'à quelques mètres du pétrolier. Les gorilles n'emmenaient pas large. Avec l'artillerie qu'ils avaient sur eux, ils auraient coulé à pic. Faites le tour du bateau, ordonna Malco. Aucune échelle ne permettait d'escalader la muraille du bateau qui fascinait Malco par ses superstructures et sa coque morte. Quelque chose lui disait que ce qu'il cherchait se trouvait là. Mais quel rapport établir entre cette vieille carcasse abandonnée et le sous-marin de la mer de Marmara? Aucun signe de vie n'apparaissait. Il y a longtemps qu'on a essayé de le renflouer, demanda Malco. Oh oui, plusieurs mois. On avait dû draguer des centaines de milliers de mètres cubes de terre. La tache claire sur la berge avait près de 500 mètres de long. Curieux qu'il n'y ait pas réussi. Le pétrolier ne semblait pas profondément enfoncé dans le Bosphore, à moins qu'il n'y ait un rocher. Tout cela chiffonnait Malco. Les 3 autres se taisaient. À part Chrysanthème, ils se demandaient pourquoi Malco s'intéressait tant à l'Arkhangelsk. D'autres se posaient la même question un peu plus loin. Une vieille tenue s'était arrêtée derrière un rideau d'arbres sur la rive asiatique. Il y avait 3 hommes à l'intérieur. Le canon d'un fusil mitrailleur dépassait de la glace avant gauche. Il était pointé sur l'Arkhangelsk. « S'il monte, je tire » interrogea le servant de l'arme. « Oui. » Il manœuvra la culasse et engagea un chargeur. Le canot à moteur s'encadrait dans l'œilleton, mais ses occupants ne se décidaient pas à prendre le pétrolier d'assaut. Malco cherchait désespérément ce qui pouvait le mettre sur la voie, mais tout semblait normal. Il fit approcher le canot du pétrolier à le toucher, passa la main sur la tôle sale, humide, où adhéraient encore des écailles de peinture. Il crut que sa main allait passer au travers de la rouille qui avait profondément attaqué le métal. Bizarre pour un bateau qu'on venait de renflouer. Soudain, il eut l'illumination. « Éloignez-vous, ordonna-t-il à Chrysanthème, jusqu'au milieu du Bosphore. » Il ne quittait plus l'Arkhangelsk des yeux. Dans quelques secondes, il allait être sûr. La silhouette du pétrolier se découvrait maintenant très nettement de profil. L'incendie n'avait pas trop déformé les superstructures. Malco ferma les yeux. Il était en train de feuilleter dans sa mémoire un petit livre qu'il avait lu 2 ans auparavant, l'annuaire Janes, manuel de toutes les flottes du monde.
Il y avait plusieurs centaines de navires répertoriés, chacun avec ses caractéristiques et sa silhouette en ombre chinoise. Les navires défilaient dans la tête de Malco, comme s'il les avait vus hier. La tension lui faisait plisser le front, son cerveau fonctionnait comme une IBM bien huilée. Et ça ne collait pas. La silhouette de l'Arkhangelsk, pétrolier russe de 120 000 tonneaux qu'il avait en tête, ne correspondait pas à ce qu'il avait devant les yeux. Le bateau échoué était beaucoup plus petit, et ses superstructures étaient très différentes. L'autre était doté d'une dunette placée à l'arrière, alors que celui-ci possédait une espèce de dunette qui couvrait jusqu'au milieu du pont. Le pétrolier qu'on appelait l'Arkhangelsk n'était pas l'Arkhangelsk. Et ça voulait certainement dire quelque chose. On ne débaptise pas un navire pour le plaisir. Malco abandonna provisoirement ses méditations. Un bateau chargé de touristes avait failli faire chavirer le canot. Verdâtre, les gorilles mangeaient des yeux chrysanthèmes qui tiraient sur la ficelle du moteur pour le remettre en marche. Il y arriva à temps, évitant de justesse d'être coupé en deux par un remorqueur ventru dont l'équipage les couvrit d'injures. Le Bosphore était un peu trop fréquenté pour se livrer à ce genre de sport. Mais Malco avait l'air satisfait. Époussetant un grain de poussière invisible sur son costume impeccable, il sourit largement. Allez, on rentre. Les yeux jaunes pétillaient et les trois autres se demandaient ce qui pouvait bien l'avoir mis en joie. De l'hôtel, il téléphona au consul. Leila l'attendait dans sa chambre. Avez-vous un exemplaire du Janes 1969 ? Oui, je crois, répondit le diplomate. Alors je viens vous voir. 10 minutes plus tard, Malco buvait un whisky dans la bibliothèque du consul. Sur ses genoux, il y avait l'épais volume. Il le feuilleta et arriva à la description de l'Arkhangelsk. C'était bien la silhouette dont il se souvenait. Il avait raison. Le pétrolier échoué était un navire inconnu, que les Russes avaient voulu faire passer pour l'Arkhangelsk. Il expliqua rapidement l'histoire au consul qui tomba des nues. Mais pourquoi ? Fit le diplomate. Je n'en sais rien. Vous croyez que cela a un rapport avec le Memphis ? Peut-être pas. Mais c'est le seul indice que je possède pour le moment. Et j'ai appris que les Russes ne font jamais rien au hasard. Il y a une raison, et une raison importante, pour que l'Arkhangelsk ne soit pas l'Arkhangelsk. Mais alors où est le vrai ? Il doit naviguer sous un autre nom, à moins qu'il ne soit au fond de la mer pour plus de sécurité. Bon, pouvez-vous me rendre un service ? Certainement. Je voudrais savoir le nom de l'entreprise qui a tenté de renflouer l'Arkhangelsk. Il n'y a qu'à continuer à l'appeler comme ça. Et les circonstances exactes de l'accident. Bon, je vais demander au colonel Kemal. Non. Malco s'était levé et avait refermé le livre. Il s'approcha du consul. Il ne faut pas que les Turcs se doutent que je m'intéresse à ce bateau. Tenez, dites par exemple qu'un navire de la 6e flotte a des avaries, et téléphonez à une boîte qui s'occupe de renflouer les bateaux. En les questionnant habilement, vous pouvez savoir le nom de ceux qui ont renfloué le russe. Bien, je vous appellerai demain. Voulez-vous rester pour dîner ? Non, merci. J'ai du travail et un petit problème à résoudre. Le problème, c'était que Malco avait rendez-vous à la même heure dans le hall du Hilton avec Leila et avec un ravissant mannequin sud-africain, Anne. Il avait rencontré Anne à la réception en quittant l'hôtel, et les yeux d'Anne avaient fait leur effet. Il demanda à Chrysanthème, vous connaissez un bon restaurant avec des attractions, de la musique ? Le Turc hésita. Il y a le Mogambo, mais c'est très cher. Aucune importance, va pour le Mogambo. Les deux filles étaient au bar quand il entra. Leila moulée dans une jupe noire et un pullover qui soulignait très précisément ses formes, en sorte que le service de l'hôtel s'en trouvait ralenti. De son tabouret, Anne la contemplait avec un mélange de dédain et d'envie. Son tailleur rose était beaucoup moins révélateur. Son instinct de femelle reprit le dessus. Tout en mettant des lunettes teintées pour faire sérieux, elle croisa négligemment les jambes, très haut. Si haut que le Turc qui se trouvait en face d'elle commanda royalement de nouvelles consommations pour toute sa famille. À ce moment, Malco entrait dans le bar. Leila ne lui laissa pas même le temps d'un choix. Elle se leva et vint onduler devant lui, à la manière d'une chatte heureuse de retrouver son maître. Par-dessus son épaule, Malco fit un sourire gracieux à Anne. Elle le lui rendit, un peu pincé. L'Autrichien contourna Leila pour aller s'emparer de la main d'Anne et y déposa un baiser appuyé. La tension électrique aurait pu sûrement faire briller le lustre. Leila, toute griffe dehors, se préparait à bondir. Je te présente Anne Villiers, la femme d'un de mes très bons amis, se hâta de dire Malco. Désamorcée, Leila consentit à une légère inclinaison de tête, sans toutefois désarmer.
Où allons-nous dîner, chérie roucoula-t-elle en prenant le bras de Malko. N'importe quel endroit sera merveilleux avec deux aussi jolies femmes, répliqua Malko, les yeux au plafond. Il eut encore quelques secondes difficiles à passer. Leila se demandait si elle allait planter ses griffes dans les yeux de Malko ou dans les cheveux de sa rivale. Son hésitation sauva la situation. Malko se pencha vers elle et murmura: Pardonne-moi, j'aurais aimé t'avoir pour moi tout seul, mais je ne peux pas faire autrement. Pendant que Leila digérait le compliment, il glissa à Anne: De toute façon, elle nous quittera à 11 heures pour son numéro. Heureuses, les deux femmes quittèrent le bar au bras de Malko. Par bonheur, la porte était large, aussi ils passèrent tous les trois de front. Dans la butte, Malko laissa traîner ses mains un peu partout au gré des chaos. Les deux parfums se mariaient très bien. Malko était heureux. Il avait le sentiment d'être sur la bonne voie. Ce bateau maquillé cachait un mystère. Le tout était de le découvrir avant que les autres ne s'aperçoivent qu'il devenait dangereux. Lorsqu'ils arrivèrent, le restaurant était plein. Mais grâce à Chrysanthème, ils eurent une très bonne table près de la piste. Et on les emmena tout de suite choisir dans une énorme glacière les poissons qu'ils voulaient manger. Discrètement, Chrysanthème disparut, promettant qu'il serait dans la butte 1 heure plus tard. Malko le suivit des yeux pensifs. Malheureusement, il ne put que le suivre des yeux. Sinon, il aurait vu le Turc entrer dans un petit café à 2 pas de là et demander à téléphoner. Son interlocuteur décrocha tout de suite. Il veut retourner au bateau demain, dit très vite Chrysanthème. Il y eut quelques secondes de silence à l'autre bout du fil, puis la voix que Chrysanthème connaissait bien fit: Bien, nous allons prendre nos dispositions. Hé cria presque Chrysanthème. Pas ce soir, il se douterait. L'autre avait raccroché. Pas tranquille du tout, Chrysanthème alla s'attabler mélancoliquement au fond du café, devant des poulpes au raisin et du yaourt. Il avait mauvaise conscience. Cet homme aux yeux d'or qui faisait si bien la cour aux femmes lui était sympathique. Au Mogambo, Malko nageait dans le bonheur. Leila tenait sa main droite comme un tigre tient un os avant de le broyer, et il avait sournoisement enroulé sa jambe autour de celle d'Anne, qui baissait pudiquement les yeux, mais s'était tordue sur sa chaise pour faciliter la coupable manœuvre de Malko. Le restaurant était surtout fréquenté par des Turcs. Les tables de bois, ornées de nappes en papier, étaient très simples, mais en revanche, les murs croulaient sous de prétentieux chromes représentant le Bosphore sous tous les angles, de jour et de nuit. La nourriture était bonne, le poisson du moins. On avait servi à Malko en guise de hors-d'œuvre une crème blanchâtre dénommée taramo, qui sentait le caviar pourri. Leila avala les 3 portions. Au dessert, il leur fallut subir les attractions. Jusque-là, l'orchestre dissimulé derrière une tenture avait joué en sourdine des airs qui étaient tous des variantes des enfants du Pirée. Il se déchaîna pour accompagner une danseuse orientale dont les bourrelets firent ricaner Leila. Mais au moment où elle faisait trembler sa graisse devant leur table, Anne se pencha gentiment vers Leila et susurra: Il faudra que je vienne vous voir aussi. Leila se contenta de murmurer en turc pour que si Anne se foutait à poil, elle viderait la salle en 5 minutes. Ce qui manifestement était faux, étant donné l'intérêt que portait la main gauche de Malko à la jambe de la jeune sud-africaine. La danseuse s'esquiva et laissa la place à des danseurs d'Anatolie coiffés de curieux bonnets de laine multicolore. Ils se croisaient avec une précision stupéfiante et dansaient au rythme d'une musique aigrelette. Finalement, ils s'empoignèrent et se mirent à tourner comme des derviches. Absorbé par le spectacle, Malko n'avait pas vu entrer un gros homme au crâne chauve comme une boule de billard, vêtu d'un costume bleu et d'une cravate jaune. Il s'accouda au bar et resta là entre les serveurs qu'il bousculait. Les danseurs s'arrêtèrent. Alors, d'un pas tranquille, il se dirigea vers la table de Malko. Celui-ci, lorsqu'il le vit, n'était plus qu'à 2 ou 3 mètres de lui. Brusquement, en approchant de la table, le gros se mit à tituber et vint s'effondrer sur les genoux d'Anne. Avec un affreux ricanement, il l'enlaça d'une main et, de l'autre, se mit à lui pétrir la poitrine d'une énorme patte velue aux ongles en deuil. Anne hurla. D'une voix perçante qui couvrit les enfants du Pirée, elle tenta de se lever. Mais le poids de l'homme l'immobilisait. De toutes ses forces, elle enfonça ses ongles dans sa joue. La brute grogna et enfouit son visage dans le cou de la jeune fille. De toutes ses forces, Malko poussa l'intrus. Il l'ébranla à peine. Alors il saisit la main qui s'accrochait à la chaise et attrapa un doigt. Vicieusement, il le ramena en arrière. Le gros poussa un hurlement et sauta sur ses pieds. De sa main gauche, il balaya la table, couvrant Anne de débris d'assiette. De la droite,
Il saisit Malko à la gorge et serra. L'Autrichien eut l'impression d'être pris dans un laminoir. Son regard croisa celui de l'autre, et il réalisa qu'il n'avait pas affaire à un ivrogne. Deux petits yeux méchants et très lucides le regardaient intensément. Malko projeta son genou. L'autre le prit en plein dans le bas-ventre et recula, avec un grognement, relâchant sa prise. Malko fit un bond en arrière et saisit une bouteille. Attention, il est dangereux. C'était Leila qui avait crié. Effectivement, le type s'avançait vers Malko, une lame courte et triangulaire à la main. À la façon dont il tenait l'arme, l'Autrichien vit tout de suite qu'il avait affaire à un professionnel. Il essayait de frapper de bas en haut, vers le cœur. Avec la force du tueur, il allait être épinglé comme un papillon. Sa bouteille lui paraissait complètement inutile. S'il approchait, il était embroché. Il recula, espérant prendre assez de champ pour s'enfuir. Pour une fois, il maudissait son habitude de n'être jamais armé. Si au moins ces gorilles étaient là. Leila le sauva. Comme une folle, elle sauta sur le Turc par derrière, lui lacérant le visage de ses ongles, hurlant comme pour annoncer la fin du monde. Surpris, le type essaya de se débarrasser de cette panthère. Elle en profita pour planter ses dents dans son poignet comme un bulldog. Elle devait serrer fort, car le couteau tomba. Du coup, les garçons qui regardaient le spectacle retrouvèrent leur courage et se ruèrent à la curée. L'agresseur disparut sous un amas de veste blanche. Mais c'était un dangereux. Il fonça vers le mur y écrasa un paquet de ses adversaires et se redressa. Les survivants hésitèrent, le type aussi. Il aperçut le patron qui téléphonait fiévreusement. La police serait là dans 5 minutes. Il fonça vers la sortie. Un garçon qui tentait de le stopper s'en tira avec une mâchoire fracturée, et l'inconnu disparut dans le noir. Personne ne se soucia de le poursuivre. À la table, Malko consolait Anne. Elle avait une grosse tache bleue sur le cou, et sa robe ressemblait à une nappe qui aurait beaucoup servi. Ça alors, répétait Anne. Il aurait pu me tuer. Leila ricana. Vous vous en seriez tiré mieux que ça. Ces types-là ne sont pas difficiles. Vous, la putain, commença Anne. Malko rattrapa Leila de justesse. La bagarre l'avait déchaînée. Elle parlait déjà d'arracher le bout des seins d'Anne avec ses dents. Heureusement que la jeune africaine ne comprenait pas le turc. Filons, dit Malko, il y en a assez pour ce soir. Il se levait. Un garçon vint à ce moment présenter un papier plié à Malko sur une soucoupe. L'addition. Leila poussa un rugissement, s'empara du papier et en fit une boulette. Ses griffes rouges en avant, elle fonça sur le patron et se mit en devoir de lui faire manger l'addition. Du coup, le Turc protesta que c'était une joie d'inviter des gens aussi charmants et les supplia de revenir. Malko sortit dignement, poussant Anne, Leila protégeant ses arrières. Chrysanthème était dans la buick. Le retour fut silencieux. Arrivé au Hilton, il prit le bras d'Anne et demanda sa clé au portier. Le hall était désert. Je l'amène jusqu'à sa chambre, dit-il à Leila. Elle le regarda d'un drôle d'air. À voix basse, elle lui murmura au moment où il poussait Anne dans l'ascenseur. Je t'attends dans ma chambre, après mon numéro. Le type qui t'a attaqué, je le connais. Si tu veux savoir son nom, ne reste pas trop longtemps avec cette... La petite liftière en soquette blanche, poilue comme un grognard, regarda avec surprise la marque bleue sur le cou d'Anne. 10 minutes plus tard, Malko était chez Leila. Il n'avait pas été héroïque. Anne lui avait claqué la porte au nez. Chapitre 11. Le soleil brillait sur Istanbul. C'était l'heure du déjeuner. Le long des remparts de l'avenue Yedi-Koulé, une nuée de marchands ambulants vendait du thé à la menthe, du loukoum vert et rose découpé en petits cubes, des galettes graisseuses. Dans un coin, absorbés dans la contemplation d'une vitrine de tissu, Malko et Leila, les doigts enlacés, formaient un couple très attendrissant d'amoureux. En réalité, profitant du reflet de la glace, ils surveillaient l'entrée d'une vieille maison de bois, placée derrière eux. Ils étaient dans la rue depuis 2 heures et avaient l'impression que tout le monde les guettait. 50 mètres plus loin, les deux gorilles prenaient le frais à la terrasse d'un café arabe, enfouraillé jusqu'aux yeux. Il ne leur manquait que des grenades. Ils avaient poussé des cris d'orfraie en apprenant l'incident de la veille. Eux avaient passé la soirée à jouer au gin rummy, ce qui est le comble de l'activité intellectuelle pour un gorille. Maintenant, ils grillaient d'en découdre. Il ne devrait pas tarder à sortir, murmura Leila. Ou alors, il lui est déjà arrivé quelque chose. C'est elle qui avait mené Malko jusqu'au fin fond d'Istanbul, de l'autre côté de la Corne d'Or, le long des anciens remparts. Il y avait un labyrinthe de petites ruelles bordées de maisons en bois qui tenaient debout par miracle. Depuis le matin, elle était pendue au téléphone.
Elle connaissait le tueur de vue. C'était un petit maquereau sans envergure qui ne dédaignait pas, lorsque l'occasion s'offrait, de détrousser un passant attardé. À plusieurs reprises, il avait joué du couteau dans des bagarres, toujours quand l'autre n'en avait pas, bien entendu. Leïla connaissait vaguement une fille qui avait été avec le gars. Par bonheur, elle avait le téléphone. D'une voix endormie, elle avait donné le nom du type, Omar Kati. Il doit être en prison, avait-elle ajouté. Il a été arrêté il y a 6 mois pour avoir attaqué un couple de touristes près de la mosquée du sultan Ahmed. Malko et Leïla s'étaient habillés à toute vitesse. La danseuse connaissait une fille qui devait connaître le tueur. Avec les 2 gorilles, ils s'étaient entassés dans un taxi qui les avait conduits près du coin où ils se trouvaient maintenant. Leïla était montée seule pour éviter d'affoler la fille. Celle-ci avait ouvert précautionneusement, le cheveu embroussaillé, la paupière lourde. Elle était avec un client. Leïla lui avait raconté une vague histoire d'argent prêté, l'autre avait ricané. Tu peux toujours essayer de récupérer ton fric. Cette ordure d'Omar habite près d'ici, rue Eyouf, numéro 7. S'il est de bon poil, il te sautera, sinon, il te collera une trempe. En dépit de cette charmante perspective, Leïla avait remercié. Et depuis, ils attendaient. Malko commençait à s'impatienter. Ce Turc, c'était son fil d'Ariane, le seul indice tangible qui pouvait le mener à ce qu'il cherchait. Si dans 5 minutes il n'est pas descendu, on y va, dit-il à Leïla. Jones et Brabeck nous protégeront. Pas la peine, regarde. C'était lui, dans la vitrine. Malko voyait parfaitement son reflet, toujours doté d'une aussi sale gueule, vêtu d'un pull bleu de marine et d'un vieux pantalon. Il prit la direction de la Yedi coulée, qui allait au champ de course. Malko et Leïla lui emboîtèrent le pas. Attaque-le toi, dit Malko, autrement il va se méfier. Au moment où Leïla partait derrière l'homme, Malko tomba en arrêt. 2 hommes venaient de sortir de l'encoignure d'une porte cochère et encadraient Omar. À travers les flots montants et descendants des commères et des badauds, Malko avait du mal à repérer Omar, qui avait pris 50 mètres d'avance. Mais il voyait distinctement les 2 inconnus qui l'encadraient. L'un avait les cheveux blonds et portait un chapeau mou. L'autre était brun, vêtu d'un costume bleu. Leïla revint vers Malko, dépitée. Suivons-le. Attendons qu'il soit seul, dit Malko. Les gorilles suivaient à distance respectueuse. Malko fendit la foule pour se rapprocher d'Omar. Il le vit s'arrêter à un kiosque de journaux et acheter l'édition des courses de Etalat. À ce moment, une voiture s'arrêta contre le trottoir. Le conducteur klaxonna pour attirer l'attention d'Omar. Celui-ci tourna la tête. L'autre lui cria quelque chose avant de démarrer. Omar sourit et fit bonjour. Puis il reprit sa route. Il ne lui restait plus que quelques centaines de mètres à parcourir avant la gare. Malko accéléra pour arriver à sa hauteur. Il faut le piquer avant qu'il prenne le train, expliqua Malko. Omar était presque arrivé à la gare. Soudain, l'homme blond passa derrière lui, se laissant distancer. L'homme brun se détourna comme pour aller acheter un journal. Pétrifié, Malko vit l'homme blond se glisser derrière Omar, lever la main gauche qui tenait un Colt 38 et tirer une seule balle dans le cou d'Omar. Elle pénétra dans le cerveau et ressortit par le front. Omar tomba en avant, la cigarette entre les dents, tenant toujours son journal. Malko démarra comme un fou en agitant le bras pour que les gorilles le suivent. Mais il avait du mal à se frayer un chemin à travers la foule, et les gorilles étaient encore loin. Le tueur blond jeta son revolver, se fondit dans la foule, et gagna la barrière de la gare. Il sauta par-dessus une palissade, retomba de l'autre côté et revint vers le quai, car un train arrivait. Malko fut doublé par Jones et Brabeck qui fonçaient tête baissée, la main sur les crosses. Ils sautèrent la barrière 20 secondes après le tueur. Celui-ci les vit. Il laissa tomber un gant de soie noire qu'il portait pour éviter de laisser des empreintes et disparut dans la salle où l'on achetait les billets. Brabeck se rua derrière lui. Il vit l'homme blond couper les files d'attente et disparaître par la porte de la gare. Le gorille écarta une grosse mémère avec son cabas et arriva à 3 mètres du tueur, quand son mouvement fut arrêté par un pop, vêtu d'une soutane crasseuse, qui se dressa soudain devant lui. Keep away hurla Brabeck. Et pour mieux se faire comprendre, il dégaina son Colt 357 Magnum, qu'il brandit sous le nez de l'ecclésiastique. L'autre poussa un hurlement et sauta sur l'Américain, glapissant tout ce qu'il savait. Brabeck tenta vainement de se dégager. Le pop avait une poigne d'acier. Malko arriva pour entendre le pop hurler « Arrêtez-le! Aidez-moi! C'est un assassin !» Brabeck furent libérés par l'arrivée de Jones qui, froidement, vida un chargeur dans le plafond. Les badauds se dispersèrent en piaillant. Le pop s'éclipsa aussi en criant « Je vais chercher la police !»
La police arriva quelques minutes plus tard. Il y avait déjà foule autour du cadavre d'Omar. Il fallut une demi-heure de palabres et de coups de téléphone pour convaincre le commissaire du coin que Jones ne l'avait pas assassiné. Finalement, les trois hommes et Leila purent partir. C'était un coup monté, conclut Malko. Le Pope était sûrement dans le coup. Il n'aurait pas agi comme ça autrement. Je me demande pourquoi ils l'ont tué, fit Jones. Ils ne pouvaient pas savoir que l'on l'avait identifié, et après tout, il travaillait pour eux. Nous sommes sur un coup énorme, dit Malko. Je ne vois pas encore quoi. Et les gens qui sont en face de nous ne prendront aucun risque. J'ai une petite idée en ce qui concerne Omar. Retournons à l'hôtel. Chrysanthème était déjà devant le Hilton, astiquant consciencieusement la buick. Malko alla vers lui. Je vous ai raconté que j'avais été attaqué hier soir au restaurant? Oui. Eh bien, mon agresseur est mort ce matin. Mort? Une balle dans la tête, et il ne s'est pas suicidé. Les yeux dorés de Malko étaient plantés droit dans ceux du Turc. Chrysanthème se sentit très mal à l'aise, car il avait reçu une visite ce matin même, et la mort d'Omar n'était pas sans rapport avec cette visite. Ils ont un cube de glace à la place du cœur, pensa-t-il. Il arriva quand même à sourire à Malko. C'est la police? Non. À propos, soyez prêts après le déjeuner, nous allons nous promener. Avant de monter dans sa chambre, Malko prit Jones à part. Ne lâchez pas la danseuse d'une semelle. Au point où ils en sont, ils ont peut-être envie de lui ménager le sort d'Omar. Et le chauffeur? Pourquoi vous ne nous le laissez pas, rien qu'une heure? Ça ne serait pas assez, et il vaut mieux l'avoir sous contrôle. Au besoin, on peut lui faire un peu d'intox. Malko alla frapper à la chambre d'Anne. Elle n'était pas là, et Nancy était repartie pour New York. Il alla dans la sienne et s'accorda quelques instants de repos. D'abord, il se plongea dans la contemplation de son panoramique. Quand il avait des difficultés, le spectacle de son château lui faisait toujours l'effet d'une injection de benzédrine. Puis il ôta sa veste, tira ses rideaux et se plongea dans l'étude du plan de la bibliothèque. Il allait falloir trouver des boiseries assez hautes pour tapisser tous les murs. Justement, il avait entendu parler d'un lot, d'époque, qui coûtait une fortune. La sonnerie du téléphone l'arracha à ses vieilles pierres. Il décrocha. C'était le consul. J'ai trouvé le nom de l'entreprise qui a tenté de renflouer l'Arkhangelsk. C'est une boîte qui s'appelle Belgrad & Co. Les travaux ont duré près de 3 mois. Tout était en règle avec les autorités turques qui souhaitaient qu'on débarrasse le Bosphore de cette épave. Et l'incendie? Le pétrolier avait fait le plein à la raffinerie BP. Il a appareillé normalement et, quelques minutes plus tard, le capitaine a signalé qu'il y avait un incendie à bord, ce qui l'a contraint à faire évacuer le navire. Il n'y a eu aucune perte en vie humaine. Pendant que les marins sautaient dans le Bosphore, le capitaine a averti qu'il allait drosser l'Arkhangelsk sur un haut fond pour éviter qu'il ne se rapproche de la raffinerie, ce qu'il a fait. Et ensuite, les vedettes turques ont arrosé l'Arkhangelsk avec leurs lances. À cause de la chaleur, personne n'a pu approcher. Le pétrolier a brûlé durant une semaine et personne ne s'en est plus occupé. Est-ce qu'on sait pourquoi le renflouage n'a pas marché? J'en ai parlé vaguement. Il paraît que l'Arkhangelsk était trop enfoncé dans le sable. Pourtant, ils ont mis le paquet. Il y a eu une drague tout le temps des travaux et même des hommes grenouilles. Bien, merci. Je vais tâcher d'utiliser tous ces renseignements. Malko raccrocha et rappela l'amiral Cooper au QG de la Navy à Istanbul. Cooper n'était pas là, mais il y avait son ordonnance. Malko se fit connaître et lui demanda: à votre avis, combien vaut un pétrolier de 40 000 tonneaux, assez vieux et réduit à l'état d'épave? L'autre réfléchit et répondit: pas plus de 250 000 dollars en ce moment. Et encore. Est-ce que le renflouage revient cher? Rapidement, il expliqua le cas de l'Arkhangelsk. L'autre, perplexe, conclut: avec de gros moyens, un renflouage comme ça peut coûter 2 à 300 000 dollars. C'est tout ce que je voulais savoir. Aussitôt qu'il eut raccroché, Malko se plongea dans l'annuaire téléphonique d'Istanbul à la recherche de l'entreprise Belgrade. D'abord, il ne trouva rien. Elle ne figurait pas plus sur la liste des entreprises de réparation que sur celle des chantiers navals. Il dut parcourir 2 pages d'annuaire avant de la trouver sous la rubrique Démolition. Il nota soigneusement l'adresse et descendit. Où se trouve la rue Akdenis? Demanda-t-il à l'employé de la réception. L'autre le regarda avec surprise. Vous êtes sûr du nom? Oui, pourquoi? C'est une petite rue dans le quartier qui longe la Londra Asfalti. C'est un peu notre foire aux puces. Malko décida de laisser Chrysanthème pour une fois. En passant, il lui dit: Mademoiselle Leila va faire des courses. Vous la conduirez. Il partit à pied dans le Koumoussivet
et dès qu'il fut hors de vue, il sauta dans un taxi. Le véhicule mit près d'une demi-heure pour arriver à la rue Akdenis. Il s'arrêta devant le numéro 27, figuré par une grande porte de bois et un mur de terre grisâtre. Au-dessus de la porte, il y avait une pancarte, où on arrivait encore à déchiffrer le nom de Belgrade, bien qu'il fût aux trois quarts effacé. Pas du tout le genre d'entreprise à renflouer des bateaux, pensa Malko, qui tourna la poignée de la porte. Elle s'ouvrit en grinçant. Il entra dans une cour encombrée de ferrailles et de carcasses de voitures. « Voulez-vous foutre le camp » cria en turc une voix graveleuse. Chapitre 12. La voix venait d'un appentis à droite de la porte que Malko n'avait pas aperçu en entrant. C'était une simple cabane en bois consolidée par des bouts de fût métalliques. La plupart des vitres étaient remplacées par des carrés de carton. Celles qui restaient étaient tellement sales que Malko ne distinguait au travers qu'une vague silhouette. En dépit de l'injonction qu'il venait de recevoir, il continua à avancer vers l'appentis. « Je vous ai dit de foutre le camp » hurla de nouveau la voix. Malko fit un pas de plus. La porte fut poussée si fort qu'un des gonds s'arracha, et il sortit de la cabane une des créatures les plus immondes que Malko ait jamais rencontrées. Un énorme bonhomme boudiné dans une chemise écossaise, d'où la crasse avait effacé les contours, et un pantalon de marin rapiécé au genou gauche. Deux petits yeux noirs étaient les seules choses vivantes dans un visage qui ressemblait à un cornet de glace en train de fondre. De la glace à la vanille, car le type était plutôt jaune. Quant au crâne, il était grisâtre, avec quelques plaques broussailleuses collées çà et là. Cette charmante apparition brandissait dans sa main droite une broche, où étaient enfilés des morceaux de viande, dégageant une odeur si nauséabonde que Malko ne put imaginer le mammifère qui l'avait fourni. « Alors, vous êtes sourdingue » Cette fois, il avait découvert des chicots noirâtres. « Vous êtes monsieur Belgrate » demanda poliment Malko. « Monsieur Belgrate, il est mort. » Et il cracha, avant de retourner dans sa tanière. Malko le suivit. Sur une table innommable encombrée de papiers, de boîtes de conserve vides, de bouteilles et de roulements à billes rouillés, le type avait posé un réchaud, fait d'une boîte de biscuits remplie de sable imbibé de pétrole. Il promenait amoureusement sa brochette au-dessus de la fumée noire, humant l'odeur du pétrole et de la viande brûlée, avec délice. Furieux qu'on dérange son festin, il pointa sa broche sur le costume impeccable de Malko. « Vous allez m'emmerder longtemps ?»« Il y a longtemps que M. Belgrate est mort ? Qu'est-ce que ça peut vous foutre ? J'aime pas les curieux, tirez-vous. » La pointe effleurait la cravate de Malko. Celui-ci prit l'air profondément peiné. C'est-à-dire que j'avais de l'argent pour M. Belgrate. Mais tant pis. Et il recula. De l'argent ? Une douceur céleste émanait subitement de l'affreux. Il répéta plusieurs fois à mi-voix de l'argent, comme pour se bercer. Visiblement, son cerveau, stoppé depuis longtemps, essayait désespérément de se mettre en marche. Finalement, il parvint à éructer « Mais Belgrate, moi, je suis son meilleur ami. » Il regardait Malko avec l'air énamouré d'une dame à qui on propose des choses malhonnêtes dont elle a très envie. Pour le maintenir dans ses bonnes dispositions, Malko sortit de son portefeuille un billet de 50 livres et le posa sur la table. L'autre le regarda comme si c'était Mahomet. « Il y a longtemps qu'il est mort, monsieur Belgrate ? » « Voyons, ça va bientôt faire 1 an, un peu moins peut-être. » « Et il était malade ? » ?»« Solide comme un roc, mais il a eu un accident, une voiture qu'il n'avait pas vue. »« Il est mort sur le coup ? » ?»« Sur le coup ? Ah, vous voulez dire tout de suite ? » ?»« Ah, mon pauvre monsieur, je ne devrais pas vous dire ça, mais il était écrabouillé comme un chat. À croire qu'on l'avait passé dessus avec un rouleau compresseur. Pour moi, c'est un camion. » « Il n'y avait pas de témoin ? » ?»« C'était la nuit, près d'ici, personne n'a rien vu. »« Et la police ? » L'autre haussa les épaules et ricana. « Qu'est-ce que ça peut lui foutre, la police ? Il pouvait pas y mettre une contravention, non ? » ?»« Mais qui fait marcher son affaire, alors ? » ?»« Oh, son affaire, vous savez, ça n'a jamais marché bien fort. Il avait traité une grosse affaire, pourtant, l'année dernière, ce bateau qu'il avait renfloué. » Brusquement, le visage du type s'était fermé. Malko sentit qu'il fallait relancer la conversation. Il tira un autre billet de 50 livres et se mit à jouer avec. « Vous y avez travaillé, vous, sur le bateau ?» L'autre plissa les yeux. « Ça vous intéresse, hein ? Eh bien, je vais vous dire, moi aussi, je me suis posé des tas de questions. » Il se tut, important. Malko fit braquer le billet. Le vieux soupira. « C'est curieux. J'ai confiance en vous, alors je vais vous dire ce que je sais. Ça s'est passé il y a un peu plus d'1 an. Un jour, il y a un type qui est venu voir M. Belgrate, un gars bien habillé qui avait l'air d'avoir de l'argent.
Il est resté enfermé 2 heures avec lui. Le lendemain, le cirque a commencé. Moi, ça fait 20 ans que je travaille avec Belgrade, alors il avait confiance en moi. Donc ce jour-là, il est venu me trouver et il m'a dit: Cours, je m'appelle Cours, je vais virer tout le monde sauf toi, mais il va falloir que tu fermes ta gueule. Mais avant ça, qu'est-ce qu'il faisait Belgrade? Oh, un peu de tout. On achetait de la ferraille surtout, et puis des épaves qu'on cassait. Pas des grosses affaires, mais il y avait quand même une douzaine de gars. Moi, je les commandais. D'ailleurs, quand il m'a dit ça, je lui ai dit: Si tu vires ces types, qu'est-ce que je vais foutre, moi? Rien, il m'a dit. Comment ça, rien? Tu vas pas me payer alors? Si, t'auras 200 livres par mois, pour rien faire pratiquement que rester là et virer les gens qui viendront demander du travail ou me chercher. Et quand j'aurai fini, je te donnerai 2500 livres. Comme ça, tu pourras t'acheter quelque chose. Qu'est-ce que vous vouliez que je dise? J'ai accepté. À la fin de la semaine, j'ai viré tout le monde. Je les ai payés avec du fric que Belgrade m'avait donné. Des billets neufs, je me souviens. Le lundi, le type est revenu avec un autre. Eh bien, vous me croirez si vous voulez, depuis ce jour-là, je ne lui ai plus jamais parlé. Comment ça? Mais vous l'avez vu quand même. Oui, mais il était jamais seul, toujours avec un ou deux types. Il venait au bureau avec eux le matin. Il restait là 1 ou 2 heures à donner des coups de téléphone, puis il partait dans une voiture noire. Quel type de voiture? Je ne sais pas. Une voiture noire, une grosse. Moi, je comprenais plus rien. Chaque fois que je demandais à Belgrade: Mais nom de Dieu, qu'est-ce que tu fous? Il me disait: Je te dirai plus tard. Une fois même, le type qui était avec lui m'a regardé comme s'il voulait me couper la gorge. Alors j'ai eu les jetons. Court passa une main sale sur sa gorge. Il avait l'air mal à l'aise. La brochette était presque complètement calcinée et dégageait une fumée noirâtre. La vue du billet le rassura. Il repartit. Moi, je savais même pas de quoi il s'agissait. Un jour où j'étais seul, j'ai reçu un coup de téléphone. On me demandait combien de temps l'entreprise Belgrade allait garder la drague qu'on avait louée. Quelle drague, j'ai dit. L'autre type était vachement surpris. Il m'a dit: Bah, la drague que vous avez louée pour renflouer le pétrolier, dans le Bosphore. Ça va faire 2 mois et on va en avoir besoin. Alors dites à vos patrons de nous appeler. Le soir, quand M. Belgrade est rentré, je lui ai dit. Il m'a cligné de l'œil en disant: C'est pour l'affaire que je traite en ce moment. On renfloue un bateau. Et moi, je suis le conseiller technique de monsieur. Alors là, je me suis marré. Belgrade, conseiller technique, il savait tout juste écrire et en bateau, j'y connaissais plus que lui. Mais j'ai rien dit, parce que quand il m'a vu rire, Belgrade a eu l'air vachement malheureux. Alors je me suis étouffé. D'autant plus qu'il y allait pour ainsi dire jamais à ce bateau. Il passait des journées entières à traîner ici, toujours avec son type. Ou alors il était chez lui, toujours avec le gars. Moi, je pensais que c'était une drôle de vie. Pourtant il n'avait pas l'air malheureux. Un jour même, il m'a dit: Dans 2 ou 3 mois, on va s'acheter un entrepôt et 2 camions. Et on pourra aller jusqu'à Ankara chercher des vieilles bagnoles. Seulement, on n'a jamais acheté de camion parce que Belgrade, lui, il s'en est payé un camion. Mais pas comme il voulait. C'était quand l'accident? Oh, il y a un moment. Justement quand tout était fini avec les autres. Il paraît qu'on n'avait pas pu renflouer le bateau et qu'ils abandonnaient. Ça n'avait pas l'air de les ennuyer d'ailleurs. Un soir, Belgrade est revenu au chantier tout seul. Cours, il m'a dit: Voilà 2500 livres, comme je t'ai promis. Lundi, tu vas rengager 4 ou 5 types et on va se remettre à travailler. Et dès que je vais en trouver un, on va acheter un bateau à casser. Cours s'arrêta. Il tenta vainement de faire perler une larme dans ses petits yeux plissés. Et le lendemain, il est mort. Vous saviez où il allait ce soir-là? Non. Il avait l'habitude de sortir le soir? Jamais. Il se couchait toujours tôt. Il y eut un petit moment de silence. Malco réfléchissait. Il en savait assez. Pas la peine de perdre du temps. Il s'éclaircit la gorge et dit: Je suis bien content de vous avoir vu. Voilà les 500 livres que je devais à monsieur Belgrade. Cour prit les billets et les posa sur la table à côté de la brochette. Il regardait Malco, méfiant. C'est curieux que Belgrade ne m'ait jamais parlé de vous. Et puis pourquoi vous m'avez posé toutes ces questions? Vous êtes de la police? Malco secoua la tête. Non, et au fond, je ne vous ai pas posé tellement de questions. C'est vous qui avez beaucoup parlé. Et, profitant de la surprise du Turc, Malco tourna les talons et sortit. L'autre le héla. Il fit le sourd et repassa la petite porte de bois. La rue était déserte. Il dut marcher près de 500 mètres avant de trouver un taxi. Rentré au Hilton, il alla à sa chambre et commanda une bouteille de vodka et du tonic. Il y avait 3 messages de Leila. Il l'appela. L'appareil faillit lui sauter des mains. Qu'est-ce qui t'a pris de mettre 2 hommes dans ma chambre? Hurlait la danseuse. Il y en a un dans mon lit et l'autre dans la salle de bain. Il y eut un bruit de lutte, et la voix de Jones annonça: Tout va bien, patron. Mais vous savez ce qu'elle fait, cette garce? Elle a fait la danse du ventre pendant 1 heure.
Alors si elle continue, moi je ne réponds plus de rien. Voyou, monstre, hurla Leila. Malko raccrocha. Au moins, elle était bien gardée. Il se mit à siroter sa vodka, en rêvant à ce mystérieux pétrolier qu'on s'était donné tant de mal à ne pas renflouer. Anladılar ki aşkımız bitti. Alay ettiler böyle hep. Sen oldun bunlara bak sebep. Mehtap dedi gördüm